J'ai entamé donc cette étude de la Seconde Guerre mondiale, non pas et pas du tout comme événement militaire et diplomatique et historique, disons traditionnel, mais par un biais qui était la volonté de comprendre ce qu'étaient ces périodes, en considérant la guerre comme un élément de continuité de la société. J'ai eu la chance d'être associé à un projet qui était novateur au niveau de la recherche de la Seconde Guerre mondiale. C'est le projet qui m'a associé à Jules Gérard Libois, qui dirigeait à l'époque le centre, le CRISP. Et nous avons ainsi élaboré en 3 ans un ouvrage qui a fait date dans l'historiographie de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire l'an 40, la Belgique occupée. Nous avons tenté de présenter cet épisode qui était généralement encadré par le bien et le mal, par les bons et les mauvais. Nous avons essayé d'effacer ce côté moralisateur avec lequel l'historiographie de la guerre avait été mise en avant jusqu'alors, collaborateur et résistant, en essayant de voir les vrais pouvoirs qui fonctionnaient toujours dans la société. C'est ainsi que nous avons pu dégager l'attitude, disons, des forces économiques, de l'élite, de l'establishment, que nous avons pu définir cette notion de moindre mal qui a été adoptée par la suite de manière équivalente, que nous avons défini la politique du patronat qui n'était entre collaboration et résistance, c'était des termes qui étaient inadaptés, donc une vision, comment dirais-je, d'une histoire sociale d'une période, une histoire sociale et politique qui devait être abordée de la même façon qu'on abordait l'entre-deux-guerres ou l'après-guerre. Et donc, cela a déterminé, me semble-t-il, une série de recherches, une nouvelle manière d'écrire la guerre ou de s'intéresser à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Mon doctorat, il n'est intervenu qu'en 1988, donc très tardivement dans ma carrière. Je suis un vieux docteur, si je puis dire. Et là, c'est, si vous voulez, l'autre domaine de recherche dans lequel je me suis, disons, signalé. C'est une histoire qui est une histoire, c'est en fait l'histoire du communisme dans ce pays, mais non pas comme une entreprise idéologique, non pas comme un acteur politique, mais comme un acteur social. C'est-à-dire que, travaillant sur la période de guerre, je me suis intéressé à la résistance et donc à l'action de ce parti qui avait été important pendant cette période, non pas comme, disons, en poursuivant, disons, la ligne politique qui, à la limite, m'intéressait peu, mais pour savoir comment il s'était trouvé des personnes qui avaient eu suffisamment de raisons, de motivation pour s'exposer, disons, exposer leur propre personne à, disons, la mort, pour être clair, en un engagement qui avait en même temps une volonté d'aller au-delà avec une utopie dans le cœur. Et comment il se fait qu'on a pu mobiliser pendant cette occupation quand même des milliers de personnes, il y a eu des milliers de personnes qui se sont engagées, comment tout cela fonctionnait par rapport à la société belge qui n'était pas prête à les accepter, et pourquoi, qu'est-ce que c'était comme phénomène social que représentait ce monde un peu spécifique, un peu étonnant, qu'était le monde communiste. Il y a évidemment, sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, Henri Michel, qui fut le pionnier en France de l'histoire de l'occupation et de la résistance, notamment, a écrit un ouvrage qui est fort oublié aujourd'hui, où il avait fait des synthèses qui étaient tout à fait remarquables et que j'ai relu récemment et qui restent tout à fait valables. C'était le modèle de la manière d'approcher l'histoire de la résistance, un peu classique, un peu héroïsante, parce qu'il était l'homme de la période, mais qui avait, disons, qui apportait déjà énormément en partant du terrain. C'était un homme qui voulait aussi étudier le terrain et moi je crois qu'il a apporté énormément à cette histoire de la Seconde Guerre mondiale. Par la suite, s'est créé l'Institut d'histoire du temps présent à Paris, qui était un laboratoire de pointe et auquel j'ai été
intimement associé, parce que d'abord, j'étais chercheur puis directeur du centre correspondant en Belgique. Le CEGES, ce qu'on appelle aujourd'hui le CEGES, était en fait l'équivalent correspondant de l'IHTP, et nous avons mené des actions ensemble. Et là, il y a des personnages comme Henri Rousseau, qui en a été le directeur, celui qui a fait un travail sur Vichy, pas Paxton, parce que je n'ai pas connu personnellement Paxton, mais disons à la suite de Paxton, Henri Rousseau a avancé disons, une approche tout à fait remarquable de tous ces phénomènes qui se sont produits dans la Seconde Guerre mondiale. Alors, je vous ai dit Wilke, au début, c'est un personnage qui était professeur d'histoire diplomatique, mais qui m'avait ouvert à l'Allemagne, qui m'avait ouvert ce domaine que, à l'époque, en Belgique, était pratiquement ignoré, et surtout en histoire contemporaine. Et c'est à lui que je dois, d'ailleurs c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier en m'engageant dans le premier centre des deux guerres, et c'est avec lui que j'ai véritablement commencé à connaître les archives allemandes, et même il m'a appris à déchiffrer l'écriture, la fameuse écriture tellement difficile à lire allemande, et donc c'est quelqu'un auquel je rends un hommage parce qu'en fait, étant donné que c'était un homme d'abord discret, mais qui a, comment dirais-je, qui a pris des positions de type politique, qui l'ont desservi dans l'opinion historienne, dans la mesure où il était un libre exaministe total et que, disons, son ouverture, dirais-je, vis-à-vis de certains collaborateurs, vis-à-vis de certains grands penseurs ou grands intellectuels de la collaboration, je pense à Robert Poulet par exemple, l'ont desservi dans l'opinion courante, disons, du monde historien, mais il avait fait des choses, et il était d'une ouverture totale. La preuve, c'est qu'il m'avait pris sous son aile protectrice, et donc c'était un homme tout à fait remarquable, et je lui dois énormément. Évidemment, Stengers, c'est un maître que tous ces étudiants et ces doctorants ont chéri, et ses collaborateurs, enfin tous ceux qui par la suite ont eu la chance d'être collaborateurs. C'est d'ailleurs lui qui parlait tout le temps de l'académie entre nous, et c'était vraiment quelque chose qui tenait une grande place dans ses préoccupations, dans son cœur. Et c'est un homme formidable qui m'a appris l'ouverture, qui m'a appris, disons, à m'intéresser aux gens, qui avaient une oreille ouverte, je dirais à toute heure du jour et de la nuit, pour vous aider dans le travail. Et sans lui, je crois que j'aurais pas achevé mon doctorat, tout simplement. Je crois que j'aurais abandonné. Il a été vraiment essentiel comme un maître auquel on peut se raccrocher. Et il n'était pas maître, il ne se voulait pas maître, il ne voulait pas faire une école. Il avait des élèves, des doctorants et des collaborateurs, je dirais, dans toute la gamme des idéologies, des préoccupations, aussi bien du Moyen-Âge que contemporain. C'est vraiment un personnage hors du commun, et effectivement, j'ai été très fort, disons, sensibilisé par lui, et j'ai une admiration folle. Alors, écoutez, je crois qu'avec Annick Riegel, qui a une intelligence fulgurante et a pu montrer comment on peut faire la différence entre la femme politique, je veux dire pour ça, elle était éditorialiste au Figaro, et elle était d'une véhémence absolue et violente, hein, après avoir été, disons-le, elle avait été très stalinienne, elle était devenue l'inverse, mais avec une violence tout aussi équivalente avec celle, mais c'était une intelligence fulgurante, et dans son travail de recherche, dans son travail d'analyse, elle était fabuleuse. Et donc là, j'ai pris vraiment des leçons, et je crois que ma manière d'aborder l'histoire du communisme vient d'elle, véritablement, parce qu'elle avait une manière véritablement intelligente et profonde, et critique, bien entendu, mais remarquable de le faire.